Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'ensemble de l'équipe d'Amandera qui est actuellement en collecte sur la plateforme. Alors, si vous êtes ici, vous avez déjà pu regarder un peu le projet Amandera, mais juste un petit rappel pour rappeler l'historique entre Amandera et WeSeed. Alors en 2016, la société Forest Finance avait été financée une première fois sur la plateforme. Donc Forest Finance, c'est la société mère du groupe. Donc en 2016, on avait collecté près de 300 000 euros, un petit peu moins de 300 000 euros. Et l'année suivante, avec un deuxième projet, Forestera cette fois-ci, filiale du groupe de la société Forest Finance France, qui visait à participer, plutôt à mettre en place une plantation de cacao au Pérou. Là, on avait fait une très belle collecte avec plus de 575 000 euros collectés. Et donc là, c'est une troisième collecte qui vous est présentée depuis quelques semaines à Amandera pour la production de noisettes et d'amandes made in France. Mais ça, voilà, je laisserai les dirigeants présenter un petit peu plus en détail après. Alors, avant de commencer, un petit rappel sur le déroulé du live. Donc, je passerai la main ensuite à Augustin, Frédéric et Rémi qui se présenteront à tour de rôle. Ils vous présenteront ensuite la société Amandera, donc l'activité, les enjeux de la levée de fonds. Et ensuite, on terminera par la phase que beaucoup d'entre vous attendent, c'est-à-dire la phase de questions-réponses. Donc, à ce sujet, si vous désirez poser vos questions, il suffit de cliquer en bas de votre écran sur la bulle QR, de taper votre question sur votre clavier et ensuite je me chargerai de poser la question aux dirigeants dans cette seconde partie. Voilà, messieurs, je vous passe la main, je vous laisse vous présenter. Merci Maxime. Frédéric Lagacherie, donc je suis le président d'Amandera, en charge plus particulièrement des aspects juridiques et financiers. Et par ailleurs, j'occupe également le poste de président de Forest Finance. Donc certains d'entre vous nous ont déjà vus il y a quelques années, ce qui me permet moi d'avoir une vision transversale sur l'ensemble des projets développés par le groupe. Rémi ? Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Rémi Frissan, le directeur général d'Amandera. Je suis en charge plus spécifiquement du commerce et de la partie opérationnelle. Alors, la petite histoire, moi je suis issu du monde agricole puisque mes parents produisent notamment des amandes bio déjà depuis 30 ans. J'ai un master en commerce et un BTSA horticulture fruitière. Et au cours des 15 dernières années, j'ai entre autres construit des filières bio, commerce équitable pour les comptes de coopératives françaises. J'ai travaillé avec la grande distribution et les magasins spécialisés et dernièrement j'étais directeur de BU ibérique pour le groupe Organic Alliance avant de les quitter pour rejoindre et créer avec Forest Finance la société Amandera. Et bonjour à tous, je suis Augustin Fromageau. Donc moi je suis en charge des aspects agronomiques et techniques de nos projets, de leur mise en place, et je suis ingénieur géologue de formation, spécialiste des sols et amoureux de nature depuis ma plus tendre enfance. Et pour finir, donc quelqu'un qui n'est pas avec nous sur le live, mais qui est derrière les écrans, Alexandre Muller, qui s'occupe donc de la partie communication, contact presse et animation de notamment cette campagne WeSeed sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble de nos supports digitaux, et qui est aussi lui en charge de tous les aspects séquestration, impact, séquestration carbone et impact notamment sociaux sur l'ensemble de nos projets, donc sur les projets à la fois Cacao Pérou et sur les projets ici en France. Voilà, c'est bon pour les présentations. Ok, merci à tous les trois. Frédéric, je vous laisse partager votre écran et présenter. Et ensuite, on se retrouve pour les questions-réponses en suivant. Hop, c'est bon. Okay. Vous pouvez y aller. Merci. Donc du coup, la société Amandera, donc notre ambition est de distribuer et de produire en Provence et dans le Lot-et-Garonne la première gamme de fruits secs agroécologiques françaises.
nous avons une responsabilité environnementale sur ce projet, puisque nous considérons que nous devons, en plus des fruits secs, produire de la biodiversité, de la matière organique, restructurer les sols, restructurer l'environnement et ainsi limiter l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Notre projet social est de construire des modèles agricoles qui doivent associer les consommateurs, les militants, les investisseurs et bien évidemment les agriculteurs. Tout ça dans un projet économiquement rentable et écologiquement juste. On passera à la slide suivante. Oui, alors attends. Petit souci technique, voilà. Alors, pourquoi investir dans Amandera? Je suis sur la slide précédente, Frédéric. Ouais. Super, merci. Donc, initialement, nous avons construit ce projet à partir de demandes de clients industriels, de nos connaissances des marchés et en nous appuyant sur nos savoir-faire agricoles, agroécologiques, mais aussi d'entrepreneurs. Donc, s'il y avait des points clés à retenir sur ce projet, on vous les a présentés sur la slide que vous voyez actuellement. Donc, au niveau du marché, ce qu'il faut retenir, c'est que l'offre fruits secs française est inférieure à la demande. D'autre part, les Français intègrent de plus en plus le fruit sec dans leurs habitudes alimentaires. Enfin, nous avons choisi de nous lancer sur des segments de marché sur lesquels nous sommes positionnés, le Made in France, le commerce équitable, la bio, qui sont tous les trois des segments en croissance. Enfin, pour finir sur les points de marché, d'un point de vue commercial, nous sommes déjà sollicités par des industriels, par des grossistes spécialisés et nous avons un portefeuille déjà en place. Au niveau environnemental, les agriculteurs, les consommateurs et les investisseurs ont une responsabilité écologique commune, celle de limiter le réchauffement climatique. Et pour ce faire, nous avons choisi de nous spécialiser sur l'agroécologie, qui doit permettre, entre autres, de maximiser la séquestration carbone de nos parcelles. Et enfin, le dernier point qui est également un point fondamental, au niveau économique, donc vous l'avez certainement déjà constaté, soutenir le financement des entreprises françaises et proposer des avantages concrets à l'investissement dans les PME, l'État permet à chaque contribuable de défiscaliser une partie de son investissement. D'autre part, nous avons déjà la confiance d'Amundi FCP, du Crédit Agricole et maintenant de plus de 400 décideurs qui nous ont rejoints dans l'aventure. Pour finir sur la partie économique, vous vous avez rappelé que nous avons déjà clairement identifié les différents scénarios de sortie. Donc après cette synthèse, je vous propose de rentrer un peu plus dans les détails. Donc revenons sur l'offre, si vous le voulez bien. Alors, c'est très simple. Les principaux pays producteurs sont les USA pour l'amande, la Turquie pour la noisette. Les offres amandes, noisettes françaises sont concentrées dans deux structures coopératives basées dans le Gard pour Sud-Amande, qui fait les amandes, et dans le Lot-et-Garonne pour Unicoque, qui fait les noisettes. Si nous prenons le cas de l'amande, nous produisons en France moins de 1000 tonnes par an, alors que nous avons importé 42 000 tonnes en 2019. Parallèlement, le premier producteur mondial, les États-Unis, alors dans la région plus spécifique de la Californie, produit plus de 75% de l'offre mondiale. Mais avec le changement climatique et des sécheresses chaque année plus importantes, les agriculteurs américains ne peuvent plus suivre la croissance de la demande. En ce qui concerne la filière noisette, alors on le voit sur le tableau présenté, elle est certes mieux développée, puisqu'en France on produit déjà 10 000 tonnes, mais la France importe encore 20 000 tonnes chaque année. Donc, pour rappel, notre objectif est de commercialiser et de produire 240 tonnes d'amandes et 175 tonnes de noisettes, ce qui est une goutte d'eau comparé au manque de production française. Un autre élément important qu'on voulait vous présenter, c'était
et qui laisse entrevoir de belles perspectives de croissance du marché des fruits secs, c'est la volonté du programme national Nutrition Santé, à travers les recommandations PNNS, qui poussent les Français vers la consommation journalière de fruits secs, qui sont en plus, pour les Français, dans l'attente de produits dits naturels, gourmands et à grignoter. Donc je rebondis dans la continuité sur la consommation et donc sur la commercialisation. Sur la commercialisation, notre objectif est de valoriser l'ensemble de nos produits dans un positionnement premium, en limitant, tant que se faire, les intermédiaires pour nous assurer une meilleure rémunération, mais aussi pour assurer une meilleure traçabilité aux consommateurs et par la même occasion rassurer nos clients qui sont les distributeurs et les industriels. Afin d'atteindre donc ces objectifs que je viens de nommer, nous construisons jour après jour une offre de 400 tonnes de fruits secs agroécologiques, françaises, bio, issues du commerce équitable, qui doit nous faciliter les référencements en centrale et toujours chez les industriels. Nous aurons un minimum 3 familles de produits, qui sont les fruits en coque, les amandons, donc la noisette ou l'amande, et enfin les brisures, qui sont en fait, dans le cadre de, lorsqu'on casse les amandes, on récupère des amandes entières, et ou des amandes cassées, qu'on appelle les brisures. L'ensemble de ces produits seront commercialisés via l'industrie pour valoriser les brisures, mais aussi les amandons entiers qui sont recherchés, notamment par les chocolatiers qui nous ont sollicités avant même la création de la société. Et également par les cadissonniers, que nous connaissons bien, puisque nous sommes voisins avec certains qui sont tous basés à Aix-en-Provence. En ce qui concerne le marché grande distribution, donc là également, on ira viser les centrales des magasins de la grande distribution, des magasins spécialisés avec qui j'ai eu l'occasion de travailler ces 15 dernières années. Et dans certains cas, avec des grossistes qui pourront apporter des services et parfois une meilleure valorisation du produit. En conclusion, et d'un point de vue strictement commercial, l'ensemble des indicateurs sont positifs et nous permettent de croire à un très bon accueil de nos produits. D'autre part, nous préparons ce que nous pensons être le marché de demain, l'agriculture régénératrice, qu'Augustin va vous présenter. Merci Rémi. Oui, avec plaisir. On parle d'agriculture régénérative, en fait, on parle principalement de développement durable et on parle de tous les piliers de la durabilité. Et à travers nos vergers et tous les projets qu'on développe depuis donc à Forest Finance et spécialement dans le cadre de Mandera, et à travers les itinéraires techniques que nous construisons et suivons, on aborde les 4 grands piliers de l'agroécologie. Donc le sol, la biodiversité, le couvert et l'eau. La base de toute durabilité, c'est le sol. Sans sol vivant, il n'y a pas de culture durable possible. Donc ce sol doit être vivant et dynamique. Donc ça signifie que d'une part, on ne doit pas le travailler, pas de labour, mais aussi ça veut dire favoriser une vie édaphique par intégration de matières organiques, de carbone, tout ça grâce à des couvertures permanentes. Et ces couverts, on les choisit aussi pour qu'ils favorisent le retour d'une biodiversité qui est fonctionnelle, donc c'est-à-dire c'est les pollinisateurs, et c'est aussi tous les auxiliaires de culture qui vont permettre de réguler des ravageurs, etc. Et dans un contexte de changement climatique, un sol vivant est plus résilient parce qu'il stocke plus d'eau, donc on réduit les besoins en irrigation. Il va permettre de réduire l'érosion, il va permettre de mieux supporter les grosses pluies, justement. Sur la question de l'eau, philosophiquement, notre philosophie, c'est d'avancer vers des systèmes évidemment les plus économes possibles. Et donc, en fait, on est en train de faire des choix techniques. On réfléchit à toutes les techniques possibles pour réduire cette quantité d'eau. Ça passe notamment par le système d'irrigation, goutte à goutte enterré, goutte à goutte posé au sol, etc. Et l'utilisation de systèmes de mesure de l'humidité du sol, donc les sondes tensiométriques et d'application, qui nous permettent de piloter cette irrigation et donc l'apport de l'eau. Et par ailleurs, on contribue aussi, on a travaillé au Pérou, notamment ceux qui nous ont suivis l'ont vu avec un paysager, on continue à faire ce travail-là. On travaille vraiment sur le maillage paysager, le maillage écologique de l'endroit où on s'implante,
en essayant de connecter les singularités paysagères, que ce soit les espaces un peu boisés, que ce soit les cours d'eau, etc., pour recréer finalement une continuité écologique qu'on a un petit peu perdue dans certaines régions. Donc, on fait une agriculture qui est centrée sur le vivant, qui est plus performante et qui, à terme, sera plus rentable qu'une agriculture conventionnelle. Donc, cette philosophie que nous avons adoptée, donc l'agriculture de régénération, s'appuie sur des techniques comme l'agroforesterie, par exemple, ce qui nous permet de créer des systèmes de production qui sont résilients et qui rendent certains services à la collectivité, notamment le stockage du carbone, la séquestration du carbone. Donc, pour conduire nos vergers, l'ensemble de nos projets, on peut les diviser en deux grandes phases. On construit des itinéraires techniques afin d'atteindre les objectifs de production et de restauration de sol. Et il y a vraiment deux grandes phases. La première phase, c'est une phase transitoire qui va être une phase de restauration de sol. Parce qu'on arrive sur des terrains qui sont extrêmement fatigués. Donc, dans un premier temps, on va avoir toute une série d'actions qui vont être provisoires, notamment de la mise en place de couverts provisoires de 6 mois, par exemple de la févrole en hiver, etc. Et avec différents types de plantes, on va être capable de décompacter, d'apporter de l'azote, d'apporter du carbone, de retravailler en profondeur la fertilité de ces sols. La plantation de 1,8 km de haies, par exemple, sur notre premier projet, a été absolument nécessaire. Elle est nécessaire pour nous protéger du vent, pour ventiler, aérer la plantation, réintroduire des variétés paysagères. Et dans le même temps, on a intégré, sur ce premier projet d'amandier, on a intégré des arbres de Auget qui vont nous permettre de réguler la température de nos parcelles. Dans un second temps, au bout de quelques années, quand on a commencé à bien restaurer ces sols, on entre un peu dans un rythme de croisière où là, on entretient un système agroécologique. Donc, on met des couverts qui sont permanents, qui se ressèment automatiquement chaque année, et on retravaille la dynamique du sol à long terme grâce à ça. Donc, les arbres grandissent et l'objectif est bien entendu toujours être attentif à leurs besoins. Donc, on suit toujours le sol. Et ce verger évolue, se couvre de végétation, ce qui permet de faire revenir une biodiversité fonctionnelle. Donc, on maîtrise ces itinéraires techniques et voilà, on le maîtrise notamment sur le premier verger qu'on a mis en œuvre, sur la première plantation qu'on a mis en œuvre à côté d'Aix-en-Provence. Et après ça, chaque nouveau projet est abordé un petit peu à la lumière de ces premiers projets en l'adaptant. La pratique de l'agroécologie dans le cadre de l'agriculture de régénération doit toujours s'accompagner d'outils de mesure et de suivi, des améliorations que nous pouvons apporter, notamment d'un point de vue écosystémique, d'un point de vue biodiversité. Et donc, voilà, on favorise le retour d'une biodiversité et on va essayer de chercher à admirer, à observer ce retour et à mesurer les changements et leurs évolutions dans le temps. Donc pour ça, on a mis en place toute une série de protocoles, de petits protocoles, de suivi de certains marqueurs de cette biodiversité qui seront des indicateurs de bonne santé écosystémique. Donc ces protocoles, il y en a certains, on n'a pas réinventé la roue, il y en a certains on s'est inspiré de ceux proposés par l'Observatoire agricole de la biodiversité qui est proposé par le Muséum d'histoire naturelle, participatif. Et puis d'autres sont construits en fonction de nos expériences propres, internes, que ce soit au Pérou ou en France. Donc ainsi, on suit les sols par des analyses très fréquentes, etc., les papillons, les oiseaux, les insectes fouisseurs de la litière, les carabes, etc., les limaces, les vers et la flore adventice. Donc notre premier verger est tout jeune, on a planté en février 2019, et pourtant on a déjà des premiers signaux d'une amélioration de nos agrosystèmes. Notamment, on a eu une levée de dormance de beaucoup de plantes adventices qu'on n'avait pas en 2019 et qu'on a en 2020. Donc, juste pour conclure brièvement, ces outils de mesure et tous les rapports de suivi que je vais réaliser seront intégrés dans les rapports de gestion que nous vous fournirons de manière semestrielle au WeSeeder. Merci Augustin. Je vais reprendre la main donc, cette fois-ci pour rentrer un peu plus dans le détail du montage de l'opération. Alors, nous avons privilégié pour ce nouveau projet un montage simple qui permet toujours de mettre sur un même pied d'égalité les fondateurs, dont fait partie Forest Finance, les investisseurs institutionnels ainsi que les WeSeeder. Le format en SAS, qui, rappelons-le, reste atypique aujourd'hui dans le monde agricole, est intéressant dans la mesure où 50% des agriculteurs seront amenés à prendre leur retraite d'ici 10 ans,
et ce sans nécessairement avoir de successeur familial, donc de succession familiale. Ce format permet de reprendre ou de monter une nouvelle société agricole de façon relativement souple. Dans le cas d'Amandera, la SAS repose sur un mode de gouvernance transparent auquel tout le monde prend part, donc d'une part dans le cadre des assemblées générales, mais aussi, comme nous l'avons mis en place avec WICIT, dans le cadre d'un comité stratégique dont la vocation en fait est de valider un certain nombre de décisions qui sont critiques pour la société en amont des assemblées générales. Et la WICAP Amandera disposera d'un des 5 sièges prévus par le pacte d'actionnaires, donc ce comité stratégique. Chaque WICIDer, lui, ensuite, deviendra actionnaire en action simple, tout comme le reste des associés, dans la SAS. Donc, la SAS va également créer une SCI dont la vocation sera de détenir les terres agricoles que nous serons amenés à acheter pendant les cycles de développement du projet. Cela permet de loger les terres dans une structure à part, et ce, afin de faciliter le montage financier et la gestion des terres. Amandera sera donc amenée à louer des terres soit directement à la SCI, dont elle sera propriétaire, soit à des propriétaires privés à travers des baux fermiers longue durée, typiquement 25 ans, comme ça a été le cas pour notre première plantation, ce qui nous a permis de démarrer le projet beaucoup plus rapidement qu'en passant par une acquisition. Alors, chaque phase de développement d'un nouveau projet fera l'objet d'une décision commune et sera financée par les actionnaires existants qui le souhaitent, et c'est notre volonté la plus chère, soit par des nouveaux investisseurs qui devront nécessairement s'inscrire dans nos valeurs et notre vision. Donc, je vous propose maintenant de nous concentrer sur la question de l'usage des fonds. Donc, afin de financer ce projet d'extension de 60 hectares, nous allons faire appel à un mix entre les fonds propres et de la dette à hauteur de 1,7 million d'euros. La dette représente une enveloppe de 700 000 euros et sera contractée auprès des caisses du Crédit Agricole 13 et Lot-et-Garonne et va nous permettre de financer l'ensemble des actifs tangibles nécessaires à la mise en production des plantations. Typiquement, il s'agit de l'achat des plants, des tuteurs, des tapis de protection, du système d'irrigation, du matériel d'entretien et de traitement des plantations. Alors, cette formule de financement proposée par le Crédit Agricole et spécifiquement par le Crédit Agricole est particulièrement adaptée à notre modèle car elle propose un différé de 5 ans sur le remboursement du capital afin de se calquer sur les cycles de production de l'arboriculture et plus particulièrement de l'amandier et du noisetier puisque cette proposition est également valide dans le cadre de nos exercices dans Lot-et-Garonne. Nous allons également faire appel à la dette bancaire pour l'acquisition du foncier. Donc là, vous l'aurez compris, c'est la SCI qui va porter cette dette et qui percevra en retour le loyer des fermages pour couvrir le montant des remboursements d'emprunt. Le million d'euros, quant à lui, et qui fait partie donc, de l'exercice de financement sur WICIT, servira à financer l'ensemble des charges d'exploitation jusqu'à l'arrivée à l'équilibre de la plantation, soit fin année 5, transition année 6. Sur ce million, 600 000 euros participeront au financement des dépenses opérationnelles de l'amende. Alors, cela couvre les frais de fonctionnement de l'exploitation ainsi que les frais financiers liés au remboursement des différents emprunts hors foncier. Les salaires, donc là je suis sur le dernier camembert, les salaires ainsi que les charges variables qui comprennent entre autres choses l'achat de matières premières et les prestations de services agricoles représentent les 2/3 des charges d'exploitation. Les charges fixes qui, elles, représentent 14% des dépenses cumulées, sont majoritairement constituées des loyers de fermage, payés donc aux différents propriétaires. Donc, maintenant que nous avons passé en revue le montage de l'opération et l'utilisation, abordons cette fois-ci la question de la sortie. Ce projet, comme l'ensemble des projets que nous développons chez Forest Finance, a été pensé à la fois d'un point de vue économique, mais aussi stratégique, de manière à proposer plusieurs scénarios de sortie aux investisseurs. Petit rappel donc, qui avait été évoqué par Rémi en ce qui concerne la fiscalité, les investisseurs particuliers qui rentrent dans cette opération à travers la holding WICAP pourront bénéficier d'une défiscalisation à hauteur de 25% du montant de leur investissement,
c'est au titre de l'imposition sur le revenu. À la sortie, c'est-à-dire au moment où les titres de la société seront cédés, les plus-values de cession seront, elles, soumises à la flat tax, donc c'est l'impôt forfaitaire de 30%. Nous nous sommes fixés comme objectif 8 ans pour déclencher l'événement de sortie, ce qui nous permettra de disposer d'un historique de production suffisant sur l'ensemble des cultures et des zones de production, sachant que la valorisation de la société sera en partie basée sur la valorisation des flux financiers relatifs aux différentes productions agricoles. Bien évidemment, nous resterons attentifs à toute opportunité qui pourrait se présenter avant cette date. Les scénarios de sortie sont basés sur l'attrait croissant des acteurs du secteur pour l'intégration de la production de fruits directement dans leur chaîne de valeur. Donc, pour beaucoup, il s'agit de garantir des volumes annuels. Donc, il y a un vrai problème dans le cadre de la mise en rayon, par exemple, d'une gamme spécifique, de s'assurer de l'origine de la production, donc le fameux Made in France, et de veiller enfin au respect d'un cahier des charges strict d'un point de vue environnemental. Et là, je parle du bio et au-delà. Donc, la possibilité d'intégrer un outil de production dans leur système ou de transformation ou de distribution est clairement inscrit aujourd'hui dans leurs objectifs. Certains d'entre eux ont déjà pris des mesures en ce sens. Et peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Alors, compte tenu de l'évolution du secteur et de notre vision et notre compréhension et de la demande en volume qui, comme l'évoquait Rémi, est en croissance constante, il n'est pas non plus exclu de céder à Mandera à un producteur de fruits secs existant, et ce, dans un souci de consolidation de gamme. Voilà, alors nous arrivons au terme de cette présentation. Et j'aurais souhaité, avant qu'on passe aux questions-réponses, déjà remercier les WeSeeders qui nous suivent depuis le début de l'aventure Forest Finance sur WeSeed, ce qui fait déjà bientôt 4 ans, donc à travers Forest Finance et le projet Forestera notamment, et aux 400 WeSeeders qui se sont engagés sur cette première phase de collecte. Également, je tenais à rappeler que la mise en œuvre de ce nouveau projet n'a été rendue possible que grâce au vaste réseau de partenaires dont nous disposons et qui nous accompagnent, qu'il s'agisse des partenaires financiers, donc vous avez quelques-uns qui sont mentionnés ici, Amundi, le Crédit Agricole, WeSeed, mais également les partenaires techniques, les partenaires de recherche, les partenaires qui nous aident à réfléchir ou tout simplement ceux qui nous supportent au quotidien. Voilà, merci Maxime. Je vous rends la parole. Oui, super. Merci à tous les trois pour cette présentation complète. Voilà, hop, on est revenus tous face caméra. Alors, avant de passer aux questions-réponses, juste une petite précision. Normalement, dans le champ conversé, vous avez dû recevoir un message avec le lien vers une vidéo que je vous conseillerais de regarder juste après le live. Elle dure 2 petites minutes. Comme ça, vous pourrez voir les présentations en direct. Et cette vidéo, elle est déjà visible sur la page Amandera sur WeSeed. Et pour ceux qui ne l'ont pas vue, je pense que ça vaut le coup de la regarder. Alors, on va passer aux questions-réponses. Alors, on a déjà beaucoup de questions, beaucoup de monde en direct aussi. Voilà, donc je vais attaquer avec la première question, qui sera plutôt pour Frédéric, je pense. Je vous la lis. Faudra-t-il un nouveau levée des fonds pour le projet actuellement en financement? Alors non, c'est une bonne question. Chaque nouvelle phase du projet est autofinancée, c'est-à-dire qu'à la fin de la collecte, nous aurons financé à travers les fonds propres et à travers la dette l'ensemble des besoins de financement pour cette phase de croissance. C'est-à-dire que les 22 hectares que nous avons développés en 2019 sont déjà financés et autofinancés. Les 60 hectares que nous allons mettre en production seront donc, là encore, complètement financés, tant d'un point de vue CAPEX qu'OPEX. La décision de lancer un nouveau projet sera donc prise voilà, c'est une décision qui sera partagée par l'ensemble des actionnaires, des associés de la société, et à chaque fois qui sera déclenchée à partir du moment où on aura réuni les conditions nécessaires au projet, c'est-à-dire la sélection des terres, la validation à la fois des hypothèses techniques
financière et commerciale. Et seulement à partir de ce moment-là, nous irons chercher une nouvelle vague de financement pour financer ces projets. Mais, donc, il faut bien comprendre que le projet Amandera est un projet par étapes. Cette étape consiste à financer 60 hectares supplémentaires et qu'on aura de toute façon d'autres opportunités, que ce soit en noisetier ou en amandier ou sur d'autres cultures, que l'on sera amené à débattre ensemble. Et c'est aussi la raison pour laquelle on souhaite faire nous rentrer des particuliers dans la gouvernance à travers la WICAP, de manière à prendre ces décisions en commun. Ok, merci Frédéric. Une autre question qui, je pense, vous est adressée aussi, qui traite du sujet de la sortie pour les investisseurs issus de WICID. Pouvez-vous préciser comment vous comptez mettre en œuvre les stratégies de sortie que vous avez évoquées? Bon, là encore, c'est une question fondamentale pour les WICIDers. Lorsque nous étudions la faisabilité d'un projet, comme nous le faisons avec l'ensemble des projets Forestera, bien évidemment, notre objectif est un objectif environnemental et social, mais nous allons nous intéresser au marché, alors tant d'un point de vue commercial, c'est-à-dire quelle est aujourd'hui la valeur et les perspectives de progression de tel ou tel fruit, qu'il s'agisse de cacao, d'amande ou de noisettes, mais nous regardons également le marché d'un point de vue stratégique. Donc ici, lorsque nous avons commencé à identifier l'amande française, qui nous a d'ailleurs été amenée par un industriel, le sujet, cette thématique nous ont été amenés par un chocolatier avec lequel on travaillait déjà, qui nous a demandé de nous intéresser à ce secteur parce qu'eux étaient consommateurs et passaient par l'Espagne ou les États-Unis pour se sourcer en fruits secs et avaient la volonté de se diriger vers une consommation made in France. Donc, c'est ces gens-là qui nous ont amenés à regarder le secteur, et c'est en parlant avec l'ensemble des acteurs, donc que ce soit des industriels, des transformateurs, des distributeurs ou des grossistes, nous avons rapidement compris qu'il y avait un véritable intérêt, une réflexion en tout cas chez eux, à internaliser une partie de cette demande pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est des gens que nous sommes amenés à côtoyer depuis le début, depuis la phase amont du projet, pour valider un certain nombre d'hypothèses, avec lesquelles nous sommes toujours en contact, cette fois-ci dans des discussions commerciales, que l'on va suivre pendant les 4, 5, 6 années prochaines. Et ce sont ces gens-là qui vont constituer pour nous des opportunités de sortie au moment où, je le précisais, on aura atteint suffisamment de visibilité sur la production de chaque culture pour pouvoir valoriser au mieux la Amandera à leurs yeux. Ok, merci. Alors, on a beaucoup de questions en attente. Alors, on va commencer avec une question de Dominique. Alors, Dominique, vous avez écrit la question dans la partie conversée. Voilà, donc vous avez un onglet Q&R qui est prévu pour ça, mais je vais quand même la poser. Alors, je vous la lis, messieurs. Recherchez-vous des terres exploitées au-delà du Midi? Frédéric? Ouais, Rémi, vas-y. Non, j'ai pas entendu la fin de la question. Alors, Dominique se demande si vous comptez rechercher des terres exploitées au-delà du Midi, dans d'autres régions, Alors, je suppose. Alors, du coup, pour être précis, aujourd'hui, on cherche des terres sur tout le pourtour méditerranéen, mais spécifiquement sur la région provençale pour le projet Amande, et ensuite spécifiquement sur le Lot-et-Garonne. C'est notre réponse. Alors, le Midi, je ne sais pas où est-ce qu'il situe, où est-ce que Dominique situe le Midi. Exactement. Quelle est la frontière entre le Midi et le... Peut-être, Dominique, vous pouvez compléter dans l'espace QR. Alors, si c'est le Midi breton, non, on n'ira pas jusqu'à Bretagne, a priori, pour l'instant. Alors, dans le cadre, effectivement, dans le cadre des produits que l'on regarde aujourd'hui, donc amandes, noisettes, effectivement, on s'arrête, on va dire, à une limite sud-France, donc si on découpe la France en deux.
de façon assez grossière. Par contre, c'est une, si vous voulez, la thématique des sols, la thématique de la restauration, de la récupération des sols s'applique, quelles que soient les latitudes. Nous le faisons donc au Pérou sur certains projets, également en Guyane dans le cadre d'un autre projet. Et notre volonté n'est pas de se contraindre à des zones géographiques, mais de trouver des projets qui soient cohérents par rapport à un écosystème, par rapport à une économie locale, par rapport à des opportunités qui vont se proposer. Donc aujourd'hui, nous allons rester concentrés sur le sujet fruits secs, mais voilà, nous regardons d'autres opportunités un peu plus haut. Ok. On va enchaîner avec une question qui sera plutôt adressée à Augustin, je pense. Une question d'Oli. Utilisez-vous des micro-organismes, par exemple mycorhize CMA? L'amandier est un arbre mycorhizé. Si la personne est un peu technique, c'est même un arbre qui est endomycorhizé. Après ça, on est sur des sols qui sont extrêmement dégradés quand on les récupère. Donc, il y a évidemment un temps qui va être assez long pour retrouver des champignons dans ces sols. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les mycorhizes, c'est vraiment des champignons qui vont s'associer aux arbres et l'aider à se développer. Donc, on est sur des sols qui sont très abîmés. Donc, il y a vraiment un travail de restauration, notamment de mycorhiziens. Après ça, plus le sol est riche, moins il y a de mycorhize. Parce que la mycorhize, c'est justement dans un contexte de sol pauvre où il y a une association entre le champignon et l'arbre pour… Voilà, c'est l'union fait la force. Et dans un environnement qui est un petit peu stringent, le champignon, l'arbre va pousser, vice-versa. Donc, plus on va améliorer notre sol, finalement, on aura des mycorhizes parce que l'arbre est mycorhizé, comme 95% des arbres mondiaux. Voilà, au bout d'un moment, on espère que finalement, les arbres auront peut-être moins besoin de mycorhizes parce que finalement, il y aura une dynamique de sol qui sera suffisante. Voilà, c'est une question technique. Ok, ouais, on a des spécialistes dans le live. Je vais poursuivre avec une autre question. Bonjour, merci pour la présentation. Quelle est la durée de vie moyenne d'un amandier et d'un noisetier? Amandier, ça peut vivre très vieux. Donc, il y a une différence entre la durée de vie de l'amandier et la durée de production de l'amandier. Un amandier, ça peut vivre des centaines d'années. C'est un arbre hyper rustique qui pousse sur du caillou comme l'olivier. Par contre, une production, quand c'est bien géré, quand on ne tire pas trop dessus, on peut dire que c'est entre 20 et 25 ans. Voilà. Et pour c'est pareil. Noisetier, idem. Ok. Pour compléter la réponse d'Augustin, on peut, sur des vieux vergers, parce que comme je disais à l'introduction, ma famille est produit de l'amandier, sur des arbres qui ont 25 ans, en fait, on peut recéper les arbres et envisager d'avoir une nouvelle pousse, mais dans ce cas-là, on va avoir de la production, mais en moindre mesure que ce qu'on avait jusqu'à présent. Mais on est capable de régénérer l'arbre, en fait. Et donc de l'amener et de le faire reproduire encore pendant 10 ans de plus. C'est des arbres très rustiques. C'est vraiment des arbres qui peuvent vivre vieux. Ok. Ensuite, une question de Yann. Quelles sont vos assurances d'exploitation contre les risques climatiques, par exemple? Ça, je vais répondre. À l'heure actuelle, vous avez vu dans la présentation qu'il y a très peu de surface d'amandier. Du coup, c'est vrai que nous, on travaille avec Pacifica et Europama. C'est des structures aujourd'hui qui n'ont pas encore mis en place des sujets, qui n'ont pas encore mis en place des assurances, par exemple sur la grêle ou des choses comme ça, ni sur le jet. Par contre, ce sont des choses qui sont à l'étude, puisqu'effectivement, il y a une vraie volonté politique de la région de planter de l'amandier. Donc, effectivement, on va avoir une réponse, mais ce ne sera pas de suite. Ce qui concerne la noisette, on n'y est pas encore, mais j'imagine qu'au vu des surfaces, il doit y avoir un plan qui est mis en place. Et pour revenir sur la problématique quand même climatique, aujourd'hui, la chance qu'on a, un des impacts qu'on a en moins, en tout cas sur le fruit, c'est la grêle, et qui finalement peut être un problème sur un produit qui est pas mal de pêche nectarine, mais qui n'est pas un problème sur l'amandier et ou la noisette, sauf en cas de verger très jeune. Ok. On va enchaîner avec une question. Ce sera plutôt pour Frédéric. Alors, je ne sais pas si vous pouvez préparer le document que vous avez présenté tout à l'heure. Donc, c'est Christophe qui demande, pouvez-vous réexpliquer la feuille avec les camemberts? Alors, je suppose que c'est la slide dans laquelle vous présentiez la répartition de la levée de fonds et de la répartition de l'utilisation des fonds.
Oui, alors on peut faire ça. Si ce sont des questions plus précises, on peut également traiter ça dans le cadre des questions-réponses sur notre feuille projet. Mais je vais essayer d'y revenir. Je vous laisse réexpliquer brièvement et ensuite, oui. Si Christophe, voilà, vous avez besoin d'éléments plus précis, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Exactement. Donc, l'idée, c'était de diviser l'analyse de l'usage des fonds sous trois aspects. Vous avez d'abord le premier camembert qui représente le financement global du projet, hors foncier. Donc, vous avez une partie qui représente 1 million aujourd'hui, qui représente la partie des fonds propres, donc qui est le sujet de la levée de fonds sur WeSeed, qui sera donc en partie complétée par des fonds institutionnels, et la partie donc à gauche qui représente la partie dette. Ensuite, on fait un focus donc sur la partie bleue, c'est-à-dire sur le million. Le million, lui, se décompose en 400-600. Vous avez 600 pour le projet amande, 400 pour le projet noisette. Donc ça, c'est la partie charges d'exploitation qui seront financées, qui vont servir à financer l'année 1 à 5 sur chacune de ces exploitations. Alors pourquoi plus sur l'amande? Tout simplement parce qu'on a une surface plus importante. Et ensuite, je rentre dans le détail de la partie bleue, encore une fois, donc les 600 000 euros, pour vous donner une décomposition de ces 600 000 euros en fonction des différents postes de la ventilation, des différentes charges d'exploitation. Voilà, donc n'hésitez pas à nous recontacter sur le flux de questions projet et nous reviendrons en détail sur ce qui n'est pas clair. Ok, merci Frédéric. D'ailleurs, on a une question de Jean-Marc sur la répartition en equity. Donc, l'investisseur pour 300 000 euros complémentaires des 700 000 euros de WeSeed est-il déjà engagé pour une souscription simultanée? Oui, c'est le cas. Alors, je ne peux pas encore aujourd'hui donner le nom, tout simplement parce qu'on n'a pas encore formalisé ça d'un point de vue Elohim, mais on a un engagement de sa part de venir compléter le tour pour 300 000 euros. Ok, merci. On va poursuivre avec une question de Gilles. Arrivez-vous à obtenir facilement les autorisations d'exploiter? Alors facilement, je ne sais pas si c'est le terme. En tout cas, sur les 2 premiers projets, nous avons obtenu cette autorisation. Donc, voilà, sur la base de 2 exemples, la réponse est oui. Et je pense que dans le Lot-et-Garonne, Rémi, on avait aussi de bonnes chances d'aller… oui, enfin, les autorisations venaient avec l'achat des terres, il me semble. Hein. Il n'y avait pas de sujet particulier sur ça dans la région du Lot-et-Garonne. Et effectivement, dans la région PACA, pour l'instant, on n'a pas rencontré de problème. Ok. Ensuite, une question. Alors, il y a 3 questions dans le commentaire d'Eric. Je vous pose les 2 premières et ensuite, moi, je m'occuperai de répondre à la dernière. Alors, ce sera plutôt pour Augustin, je pense. Je vous lis les 2 questions. Sur le plan agroécologique, quel est le gain de rendement envisagé comparativement à une agriculture conventionnelle? Et seconde question, sur le plan agroécologique, est-ce assimilable à de la permaculture? Alors, pour la première question, en fait, on va faire comme de l'agriculture conventionnelle en termes de rendement, c'est-à-dire qu'on ne vise pas à faire plus, on vise à faire mieux. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir le même rendement finalement qu'une parcelle en France en conventionnel, mais par contre en respectant les sols, etc. Évidemment, on est extrêmement loin du rendement américain ou espagnol, où là, avec des systèmes qui sont extrêmement intensifs et pour le coup pas du tout durables, parce que voilà, pour de multiples raisons, on atteint des rendements qui sont 2, 3, voire 4 fois supérieurs à ce qu'on veut. Mais voilà, nous, on ne cherche pas à faire plus, on cherche à faire mieux. Et la deuxième question, c'est sur le plan agroécologique, est-ce que c'est de la perma? Non, ce n'est pas de la perma, c'est de l'agroécologie. Dans l'agroécologie, c'est un énorme fourre-tout qui inclut l'agroforesterie, la permaculture, etc., l'agriculture régénérative. Donc non, nous, c'est une agriculture régénérative qui intègre des considérations organiques, du bio,
des points de permaculture, parce que finalement, ce qu'on fait, la permaculture, c'est s'intéresser au sol et à l'association végétale, et c'est ce qu'on fait, en associant des plantes dans les couverts, en associant des arbres parmi les amandiers, en mettant des haies. Mais ce n'est pas à proprement parler de la permaculture. Voilà. Ok, merci. Et la dernière question. Oui, pardon, pour la question d'Éric. Il y a un point fondamental dans l'agroécologie et aussi pourquoi on fait ça, c'est qu'on espère obtenir à moyen terme des exploitations beaucoup plus résilientes. Aujourd'hui, on a vu qu'on peut avoir des épisodes pluvieux. Il faut que nos exploitations puissent résister à 100 mm, 150 mm d'eau sans qu'on ait des pollutions liées à de l'érosion, des choses comme ça. Et de ce fait, on espère effectivement avoir une plus grande régularité et donc une meilleure résilience au changement climatique. Donc c'est peut-être qu'aujourd'hui, en instant T, à comparer avec l'agriculture conventionnelle, effectivement, on arrivera, comme le disait Augustin, justement sur des rendements similaires. Par contre, ce qu'on se dit, c'est qu'avec le changement climatique, nous, on essaye de se préparer à ce changement climatique-là et de préparer nos outils à ce changement climatique. Et je pense que c'est un point très important que les gens doivent comprendre. C'est pas pour rien qu'on va là-dedans. Il y a vraiment, c'est fondamental. Et puis, juste pour compléter aussi, l'idée, c'est de rendre le travail plus facile, c'est-à-dire essayer de moins passer en tracteur dans les parcelles, ce qui veut dire essayer de réfléchir justement à des systèmes qui nous permettent de ne pas trop passer avec des engins, etc. Donc, en fait, au final, on a un rendement qui est à peu près équivalent au conventionnel et on aura un itinéraire technique qui sera simplifié. Qui l'est déjà en fait en partie. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de simplifier et de faire mieux pour le sol et la biodiversité. Donc on se rapproche quand même pas mal de la permaculture, de l'agroforesterie et d'ailleurs on s'en inspire parce qu'on l'a fait aussi au Pérou notamment. Ok. Et la troisième question, je me permets d'y répondre d'une manière un peu plus globale. Je vous le lis. Concernant la sortie, pourra-t-on déclencher la sortie si elle n'intervient pas en année 8. Alors, je vais rappeler juste le montage des sorties traditionnelles sur le financement en action sur la plateforme. Donc, nous, notre objectif, c'est de pouvoir laisser la chance aux WeSeeders d'investir dans une WeCap et à terme, donc au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, nous, notre rôle, ça sera d'essayer de trouver une porte de sortie pour ces investisseurs et essayer de trouver un nouvel investisseur qui rachèterait ces actions, les actions de la WeCap. Voilà, donc nous, notre rôle, ça sera de trouver une offre, ensuite de la proposer aux actionnaires de la WeCap et eux, ils devront d'accepter ou non. Voilà, donc ça c'est le montage classique. Et après, voilà, sur les potentiels de sortie, je pense que Frédéric en a assez parlé, enfin en a parlé plusieurs fois. Donc voilà, je pense que vous avez toutes vos réponses. Juste pour compléter, Maxime, sur ce point, oui. Voilà, l'idée pour nous sommes inscrits dans un projet durable, mais dans la durée également. Donc, la recherche de portes de sortie pour les investisseurs qui le souhaitent sera envisagée bien avant les 8 ans, de manière justement à se préparer pour cette échéance. À partir du moment où une partie seulement souhaiterait sortir, je prends l'exemple de la WeCap, notre priorité sera de rechercher une sortie pour ces investisseurs. Si effectivement la sortie partielle pose problème, rencontre des difficultés ou ne convient pas à ce que recherchent des acquéreurs potentiels, à ce moment-là, on déclenchera une sortie commune et ça sera prévu dans le pacte d'actionnaires. Ok, merci Frédéric pour ces compléments. On va poursuivre avec une question d'Alain. Comment gère-t-on les ravageurs en contexte bio quand on ne peut pas utiliser de produits chimiques pour les combattre? Rémi? Excusez-moi, j'avais coupé le micro pour ne pas déranger. Alors, déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est pas parce qu'on fait de l'agriculture biologique que l'on n'a pas le droit d'utiliser certains produits. Donc, il y a des matières actives qui sont issues des produits chimiques de synthèse, donc on a le droit de les utiliser. Notamment, il y a le bacillus qui est un produit qu'on peut utiliser. Mais bien avant d'utiliser les produits, notre ambition et notre objectif et le travail des agriculteurs bio depuis des années déjà,
c'est en fait de préparer à travers l'implantation de différentes plantes, à travers de la diversité en termes de plantes, à travers ou des arbres, et de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'auxiliaires présents sur la parcelle. Alors, il ne s'agit pas uniquement de planter des plantes, il s'agit aussi, par exemple, de ne pas les couper quand les auxiliaires sont sur les plantes. Et en fait, je vais prendre l'exemple cette année. Cette année, c'était une année très importante de pucerons. Toutes les plantations d'amandiers, comme nous avons vu, les techniciens nous ont raconté qu'il y avait eu des attaques assez puissantes de pucerons. J'imagine que tout le monde connaît le puceron et tout le monde voit la tête que ça fait sur un verger. Par le biais de notre méthode, de notre itinéraire technique, nous avons eu sur les 22 hectares, en tout et pour tout, peut-être 3 arbres attaqués par les pucerons et certainement un qui va mourir. Ceci fait partie de l'agriculture biologique et ceci doit être accepté en tant que tel, ça fait partie des risques. L'objectif, c'est qu'on ne se retrouve pas avec la totalité ou l'ensemble de la parcelle qui soit inondée. Donc on va gérer les auxiliaires et les ravageurs, on va les gérer comme ça. Et ensuite, un autre objectif, c'est effectivement qu'il y ait un maximum de vie en permanence. Je vais vous donner un exemple qu'on m'a donné il n'y a pas très longtemps. Imaginez une autoroute remplie de voitures, ben, ça nous choque. Mais là, c'est un peu la même chose. Vous imaginez des vergers remplis d'insectes, mais du coup, on limite la présence d'un seul et même insecte qui va venir poser des problèmes sur le verger. Et pour finir, il existe également, dans certains cas, des pacificeurs G6 qu'on a le droit d'utiliser et d'autres produits. Et parfois, je dis bien parfois, la France, l'Europe homologue certains produits pour faire face à certains ravageurs sur lesquels on n'arrive absolument pas à traiter. Mais ça reste exceptionnel. Juste pour compléter ça aussi, une grande partie de la résilience face aux problèmes donc, phytosanitaires dans un verger, ça vient de la bonne santé d'un arbre. C'est-à-dire qu'en fait, si un arbre en bonne santé a un système immunitaire qui est plus efficace. Et en fait, il réagit mieux aux attaques, moins attaqué par les champignons, par les maladies cryptogamiques, par les insectes. Et là, on a un petit exemple, c'est qu'à un moment, on a quelques arbres dans le bas d'une parcelle où il y a une petite zone, un peu d'eau, donc ils sont un petit peu plus souffreteux, les arbres. On a une petite punaise qui a attaqué un peu les feuilles parce que les arbres étaient plus faibles. Tous les voisins sont en bon état. Et donc, il y a vraiment des solutions finalement pour essayer de contrôler ça. C'est aussi, encore une fois, de s'intéresser au sol et de faire en sorte que ces arbres soient en bonne santé pour avoir des défenses bien béton. Et ça, c'est vrai dans tout type d'agriculture. Et pour le point, il y a une gestion de tout ce qui touche l'alimentaire. On a tous d'entre nous avons des jardins. Si vous mettez trop d'azote, notamment sur une plante, à un moment donné, elle va être hyper vigoureuse et tous les insectes qu'on appelle des piqueurs-suceurs raffolent sur une. Donc nous, l'objectif, justement, c'est dans notre méthodologie de ne pas pousser, de ne pas rentrer dans les excès qui, justement, ces excès amènent la présence ou les attaques foudroyantes de certains ravageurs. Ok. Alors, on enchaîne avec les questions. Alors, il nous reste, on se rapproche de la fin du live, mais il reste quand même une dizaine de questions. Donc, voilà, on va essayer de répondre à toutes celles qui ont été posées en direct. Alors, je commence. Une question de Jean-Marc. Pour les levées de fonds après la phase 2, 1 million d'euros pour 60 hectares, les investisseurs WICIT pourront-ils suivre leurs droits préférentiels? Alors, si je ne me trompe pas, comme l'a expliqué Frédéric, l'objectif est de réaliser une seule levée de fonds au départ, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, pour le financement du million, ça sera une seule levée de fonds. En revanche, pour les futurs, il est prévu effectivement dans le pacte d'actionnaires un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants. Donc, les WICIDers, et ça sera une décision à prendre en commun avec l'ensemble des WICIDers réunis dans la WICAP, de participer à nouveau ou de monter une nouvelle WICAP pour rentrer dans le futur tour de financement. Ok. Ensuite, une autre question d'Alain. Amandier, noisetier ou autre culture, pourquoi cette allusion à d'autres cultures? Nous sommes dans un contexte où nous allons chercher, encore une fois, à recréer un maximum de biodiversité, donc de diversité au sein de nos parcelles. Nous sommes dans des zones de production où certes l'amande se développe bien, mais si l'on parle de fruits secs, nous sommes en train de regarder très attentivement la pistache, qui fait partie des productions qui ont disparu de Provence
là encore avec l'avancée de la mondialisation et l'arrivée sur le marché français d'une pistache concurrente qui a littéralement tué le marché. Nous regardons également la noix puisque nous sommes dans la zone dans la même zone de production que la noisette. Donc, voilà, il existe tout un tas d'opportunités qui feront encore une fois l'objet d'une évaluation très fine et très stricte de notre part et que l'on pourra réintroduire dans nos futurs vergers, nos futurs projets, ce qui apportera également une diversité économique. Notre objectif étant de renforcer la résilience d'Amandera d'un point de vue économique. Et donc, si nous avons pour une année, pour une raison quelconque, un problème sur une production, d'avoir une production complémentaire qui vienne amortir le choc d'un point de vue économique. Ok. Ensuite, on a deux questions qui sont un petit peu liées. Sur le prix de vos amandes des noisettes, je vous les lis. Première question d'Alice, à quel prix comptez-vous vendre le kilo d'amandes et de noisettes? Et seconde question d'Alain, y a-t-il un différentiel de prix de vente potentiel des amandes et des noisettes derrière l'image et la réalité bio et écologique d'Amandera? Vas-y sur le prix, je comprends pas bien la question d'Alain, je m'excuse. Y a-t-il un différentiel de prix de vente potentiel des amandes et des noisettes? En gros, est-ce qu'on va réussir à valoriser l'approche agroécologique et bio d'Amandera dans le prix final? Alors, sur cette partie d'Alain, effectivement, ce qu'on est capable de différencier aujourd'hui, clairement, il y a le marché segmenté. Tout à l'heure, on parlait d'un positionnement de notre part premium. Donc nous, effectivement, aujourd'hui, si on compare une amande dite traditionnelle et une amande dite bio, il y a une différence en termes de tarification. Si on compare maintenant une offre d'une amande bio, on va dire américaine, espagnole ou italienne, et une amande française, là également, il y a un écart de prix. Et ensuite, l'idée, effectivement, c'est qu'à court ou moyen terme, c'est ce qu'on disait, sous-entendait, on imagine que le marché de demain et les attentes des consommateurs de demain, une fois qu'on aura fait passer le message de qu'est-ce que c'est que l'agroécologie, une fois qu'on aura compris ça, on pourra effectivement envisager une meilleure valorisation. Alors, dire que ça sera au-dessus du bio, très honnêtement, aujourd'hui, on a un positionnement, pour ceux qui connaissent, du Déméter. Je vais prendre un exemple sur l'abricot. En règle générale, on a 10 centimes d'écart sur les deux marchés, entre un abricot bio et un abricot Déméter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en règle générale, et sur certains marchés, notamment en Allemagne, c'est le Déméter qu'on va passer en premier. Et par contre, ce qui est intéressant pour nous dans notre démarche, c'est de se dire que le projet, on ne le fait pas uniquement pour 3-4 ans. C'est un projet qui doit fonctionner sur les 20-25 prochaines années. Et on considère qu'effectivement, l'agroécologie, demain, sera une des attentes des consommateurs, et notamment pour la problématique dont on a parlé de la séquestration carbone dans les sols et de tous les bienfaits qu'il y a autour de ce projet. Donc j'espère, je ne sais pas si j'ai été clair sur la réponse, mais oui, demain, ça nous permettra de mieux valoriser les produits. Je peux apporter un complément de réponse. On l'observe déjà dans le cadre de la commercialisation des fèves de cacao, donc produits dans le cadre cette fois-ci du projet Forestera, où on arrive à valoriser nos produits au-delà du cacao tout venant, commande cacao, mais également au-delà du cacao bio aujourd'hui. Et UTZ également. Donc, on va au-delà des certifications et des bonifications qui sont amenées par justement ces deux certifications parce qu'on a la reconnaissance de la part des acheteurs justement de toute cette notion de restauration et d'agriculture régénératrice qui rentre aujourd'hui en ligne de compte. Alors, pour rebondir encore une fois, il y a un autre point là qu'on aurait pu ajouter au-delà de l'agroécologie. On a fait une publication que vous pouvez trouver sur WeSeed, sur laquelle en fait on expliquait notre position
sur aussi le commerce équitable Nord-Nord, qui depuis quelques années aujourd'hui est autorisé en France en tant que tel. Et notre politique ou notre vision sur ça, c'est qu'en fait, on pourrait très bien envisager d'utiliser le commerce équitable Nord-Nord pour financer tout ce qui touche l'agroécologie. Et du coup, de cette manière-là, on devrait effectivement arriver à valoriser ce prix-là. Au-delà du bio, hein, je parle, sans parler même de bio, on devrait être capable de valoriser nos produits grâce à ça également. Sachant que, on en a parlé tout à l'heure, les positionnements qu'on a pris, c'était le Made in France, on en a parlé, le bio et le commerce équitable. Donc, le commerce équitable est un marché, commerce équitable français, c'est un marché qui explose, qui est en pleine explosion, et qui va continuer à croître dans les années à venir. On a des démarches qui certes ne sont pas bio, mais c'est qui le patron, qui sont également s'inscrivent dans cette philosophie-là. Et nous, on espère effectivement qu'à travers le commerce équitable, on pourra développer l'agroécologie. Donc, ça nous permettra de passer de l'un à l'autre. Ok, on va enchaîner avec deux questions de Gilles. Êtes-vous éligible aux aides PAC? Est-ce que les statuts de la société permettent de bénéficier des aides PAC premier pilier et deuxième pilier? Alors, sur la première partie de la question, oui. Sur la seconde partie, aujourd'hui, le statut SAS est un statut effectivement un peu particulier, comme j'expliquais dans le monde agricole. À voir ce qui sera possible de faire par rapport à ça, plus particulièrement dans le cadre des aides régionales en fait, qui sont aujourd'hui proposées, notamment au titre de l'amende, puisque la région PACA s'est très fortement engagée depuis 3-4 ans déjà dans une initiative de relance de la filière amande, et ce qui fait avancer pas mal de choses d'un point de vue financier notamment et subventions. D'ailleurs, on a une question de Denis liée à ça. Est-ce que vous pouvez obtenir des subventions régionales étant donné que vous participez à la reforestation? Il existe des mécanismes. La reforestation aujourd'hui est encore un sujet délicat à appréhender pour à la fois les acteurs publics et les acteurs privés. Des discussions en tout cas sont en cours, à voir si et de quelle manière elles aboutiront, mais je pense qu'on arrivera vers la mise en place de mécanismes favorisant effectivement le type d'initiative que nous poursuivons. Ok. Ensuite, une question de Pierre Nils. Bonjour, comment est évaluée la valeur des parts? L'objectif est de savoir à quoi s'attendre à la sortie. Alors ça, Frédéric, vous en avez parlé dans votre slide sur la méthode de valorisation à terme. Donc ça, je vous laisserai revoir le replay, ou Frédéric peut peut-être compléter assez brièvement. Très rapidement, une société d'exploitation agricole aujourd'hui sera valorisée sur, d'une part, les flux financiers, donc la rentabilité du projet et notamment la consistance, ou en tout cas la constance dans la production des différentes cultures. Le fait d'avoir justement un ensemble de cultures qui permettent aussi de dérisquer l'investissement. La notion de transformation est également présente, c'est-à-dire jusqu'où la société va. Est-ce que c'est simplement de la production? Est-ce que c'est une première transformation? Ce sont des réflexions que l'on aura nécessairement au sein d'Amandera une fois qu'on aura un produit dans les mains. Et puis, en dernier point, la possession du foncier, c'est-à-dire est-ce que la terre est propriétaire ou non des terres. Donc, c'est cet ensemble qui permettra de valoriser la société à la sortie. Ok. Ensuite, une autre question de Christophe. Peut-il y avoir des dividendes avant l'éventuelle sortie? Absolument, c'est notre objectif. Ok. Alors là, on se rapproche de la fin du live. Il nous reste 2 questions. Je pense qu'on clôturera le live sur ces 2 questions-là. Elles sont plutôt adressées à Augustin, je pense. Je vous les lis. Une question de Géraud. Comment gérez-vous la pollinisation?
Et ensuite, je vous laisse répondre et je poserai la dernière question, tu vois. Donc, pour l'amandier, on a des ruches. Mais l'abeille, en fait, on s'est rendu compte que l'abeille toute seule pollinisait pas très bien. Donc, en fait, l'idée, on réfléchit aussi à mettre des ruches à bourdons. Et puis, les haies, le fait de mettre des haies favorise l'implantation de bourdons qui vivent dans les sols non abîmés, souvent sous les haies. Et puis, on va installer des hôtels à insectes, puisque voilà, il y a énormément d'autres pollinisateurs, notamment les osmies, qui ont l'avantage de polliniser à des températures beaucoup plus basses que l'abeille. Et donc, en fait, comme l'amandier est un arbre qui fleurit très très tôt, en février, on cherche des insectes qui sortent quand les températures sont encore basses et que les abeilles sont encore dans la ruche. Et voilà, on a plus de 80 ruches sur la parcelle, là, sur notre première parcelle. Et c'est très efficace. Ok. Puis, deuxième question. Ouais. L'autre question, question peut-être naïve, y a-t-il des truffes dans ces plantations de noisetiers? Non, il n'y a pas de truffe parce que la truffe, c'est un champignon qui est très spécial, qui mycorhize certains arbres. Et le problème de la truffe, c'est qu'en fait, elle est assez exclusive et elle fait ce qu'on appelle des brûlés au pied de l'arbre. C'est-à-dire qu'en fait, elle tue à peu près toutes les plantes qu'il y a autour. Et en fait, il y a des associations qui sont possibles. Je pense notamment à la lavande, etc. Il y a eu des essais qui ont été faits sur la vigne qui n'ont pas été très concluants, notamment parce que la vigne est mycorhizée aussi, mais il y a un autre type de mycorhisation. Mais donc non, il n'y a pas de truffe, dans les vergers d'amandiers. Par contre, si vous allez dans les garrigues, il peut y en avoir des sauvages. Si vous allez, c'est un très bon. Ok, merci. Alors, on va se quitter avec cette dernière question. Ensuite, je vous laisserai ajouter, voilà, si vous voulez conclure ou dire un dernier mot avant de terminer. Aurons-nous la joie de pouvoir acheter des produits de notre projet en quelques mois et années? Alors, ce sera plutôt quelques années, encore que on pourra certainement en reparler, mais oui, l'idée aussi de faire rentrer des investisseurs particuliers à travers la WICAP, que ce soit sur les projets cacao ou les projets amandes, c'est à un moment donné voilà, de pouvoir aussi récompenser ceux qui nous ont fait confiance dès le début avec autre chose que des dividendes et plutôt des choses gourmandes à croquer. Oui. Donc, on réfléchira le moment venu et le produit en main à une façon de récompenser nos investisseurs. Il y a une dernière question. D'ailleurs, une dernière question d'Alain. Ce serait bien de pouvoir organiser en 2021 une visite de ces plantations. Très honnêtement, on en avait déjà discuté avec Frédéric et Augustin. C'est avec grand plaisir et au contraire, si vous souhaitez venir nous rencontrer, discuter, voir déjà le travail qu'on a réalisé, les premiers résultats, c'est avec grand plaisir que nous pourrons organiser une visite en Provence, avec grand plaisir. Alors, on l'avait fait également sur Forestera. On avait sélectionné un WeSeeder parmi les investisseurs qui était venu avec nous visiter le projet ou l'avant-projet à l'époque et qui avait fait un compte-rendu circonstancié à l'ensemble des WeSeeders. Donc, si on a pu le faire pour le Pérou, on le fera certainement pour l'amande de Provence. C'est moins loin. Voilà, plus facile dans le contexte actuel. Plus facile. Ok, super. Merci à tous les trois. Je ne sais pas si peut-être Frédéric voulait clôturer, rajouter certaines choses avant de terminer le live. Écoutez, voilà, notre engagement et quelque part notre combat est toujours intact 4 ans plus tard. Les défis qui s'offrent à nous sont de plus en plus grands. Donc la volonté à travers cette aventure Amandera est vraiment de démontrer qu'on est en France capable de mettre en place un modèle agricole qui soit un peu innovant dans le sens où, bon, à part Rémi, mais on n'est pas réellement issu du monde agricole. Dans la mesure où il y a aujourd'hui des besoins forts qui viennent des consommateurs pour manger mieux, pour aussi un produit qui va respecter son environnement. Et l'important pour nous, c'est d'intégrer l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, donc de travailler avec les distributeurs, de travailler avec les transformateurs
pour qu'on arrive vraiment à avoir des modèles alors qui soient rentables, parce que c'est fondamental qu'on arrive à monter aujourd'hui des structures et une filière où tout le monde arrive à vivre correctement, mais aussi qu'on rebascule une partie de la création de valeur vers la production, puisque celui qui fait tout le travail et le plus dur du travail, c'est l'agriculteur. Donc, on essaie de participer avec notre savoir-faire et avec nos forces vives voilà, au développement de ces nouveaux modèles. Donc, soyez nombreux à nous soutenir. Et voilà, l'aventure sera belle. Super. Merci Frédéric, merci Rémi, merci Augustin. Merci aux nombreux WISeeders qui étaient présents en direct. Le replay sera disponible dès demain sur la page WISeed. Et juste une dernière petite chose avant de se quitter. Je vous rappelle que si vous investissez dans la Capa Mandera, vous pourrez bénéficier de 25%. Voilà. Avant, le taux était à 18%. Donc, il est passé à 25% de défiscalisation sur votre impôt sur le revenu. Et voilà. Et juste une petite info sur le niveau de collecte. Donc là, on s'approche du montant minimum de 300 000 € qui devrait être atteint assez rapidement. Signifiant la réalisation possible de l'opération. Donc ça, voilà, n'hésitez pas à regarder assez régulièrement l'espace commentaire et l'espace news aussi, qui sera alimenté par Frédéric, Augustin, Rémi et Alexandre. Voilà, merci à tous et on se retrouve plus tard pour un nouveau live. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci Maxime, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.